Et au niveau industriel, j'imagine que vous avez breveté, vous lié ce que vous avez inventé. Est-ce qu'il y a d'autres proches, similaires, identiques à ce que vous avez fait? Alors, bien entendu, cette technologie est brevetée. Alors, si je vais au bout des choses, les relations avec les automobiles Ligier ont été très sereines jusqu'à ce qu'un financeur arrive et, entre guillemets, donc, ces véhicules-là sont déployés par une société qui s'appelle EasyMile. Et donc, c'est une joint venture entre Ligier et une société qui s'appelle RDS, Robosoft Driverless Solutions, avec quelqu'un qui vient de Singapour et qui a mis des millions d'euros sur la table et qui, entre guillemets, n'a pas voulu continuer le dialogue avec le labo et racheter la technologie. Donc cette technologie, tout de suite, autant on avait convaincu Ligier d'utiliser des simples caméras vidéo parce que ça leur donnait, à mon avis, un avantage d'un point de vue financier, tout de suite ces véhicules sont équipés de Vélodine, qui est la solution que tout le monde utilise. Alors, c'est une solution qui fonctionne, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, on a je ne vous donne pas le prix d'une navette comme ça parce que c'est extrêmement cher. Et si on met ça, donc c'est une navette qui peut transporter jusqu'à 10 personnes. On peut faire le parallèle entre un petit bus plus le salaire du chauffeur par rapport à une navette comme ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'arriver à regarder les choses en essayant de faire du low cost aurait peut-être été une bonne technologie. Après, c'est des arguments d'industriels. Par contre, effectivement, le labo a déposé des brevets et il y a d'autres industriels qui sont intéressés, pas dans le domaine des navettes, parce que tout de suite, entre autres, ce que je peux dire, c'est que les 2 navettistes français sont quasiment les meilleurs au monde, donc ils ont plutôt de l'avance. Après, on a par exemple des retombées sur des gens qui utilisent des drones pour faire de l'inventaire automatique dans des rayons et qui pilotent leurs drones avec ce type de logiciel. Voilà. On a des développements pour faire des cannes d'aveugles intelligentes. Enfin, il y a plein de retombées potentielles. Voilà. Mais si je prends l'autre côté, qui est le côté industriel, Ligier a construit sur Vichy, finalement, une chaîne de production de ces véhicules avec, finalement, qui est extrêmement robotisée, avec des choses qui peuvent vraiment monter en puissance. Et potentiellement, je crois qu'il y a un avenir intéressant pour ce type de véhicule. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que vous avez réfléchi au problème de la certification? C'est-à-dire, comment peut-on démontrer que l'on a atteint un niveau de sécurité suffisant pour sortir d'un environnement protégé? Surtout si vous utilisez des techniques d'apprentissage neuronal, c'est quand même très compliqué. Comment est-ce qu'on peut arriver? Quelle méthodologie et quantifier? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une question qui se pose. Et c'est un sujet qui est abordé dans le cadre de la Nouvelle France industrielle où il y a effectivement un volet véhicules autonomes et ces véhicules autonomes se déclinant entre véhicules autonomes mais aussi navettes autonomes, bus autonomes et des choses comme ça. Et la notion de certification, c'est quelque chose qui est, certification, homologation, qui est sur le devant de la scène. Et entre autres, c'est des choses sur lesquelles est en train de se positionner des établissements publics nationaux, tels que le CEREMA, qui finalement voudrait, mais l'IFSTAR également, essaye de se positionner sur ce créneau-là et de définir, parce que tout est à construire finalement, les protocoles qui vont permettre de tester ces véhicules jusqu'à finalement certifier que les logiciels sont importants. Alors, dans ce type de véhicule, il y a 2 niveaux. Il y a des excroissances dans les angles. Là, ce sont des télémètres laser. C'est des choses très bas niveau qui assurent, je dirais, la réponse au véhicule à des sollicitations basiques. C'est le cerveau reptilien. Et puis, il y a le haut niveau qui permet de suivre une trajectoire et des choses comme ça.
Dans tout ce qui est évoqué jusqu'à présent au niveau homologation, certification, c'est cette réponse très bas niveau qui, entre guillemets, est capable de bloquer les freins du véhicule ou de donner un coup de volant qui est testé. Ce n'est pas le haut niveau. Donc, quand je parlais tout à l'heure j'essaye d'avancer un peu et préciser la réponse, et quand je parlais d'intelligence artificielle, de deep learning et compagnie, ça c'est dans le haut niveau, et peut-être que ça sera jamais, entre guillemets, vraiment certifié. Parce que de toute façon, si ce haut niveau, à un moment donné, a un dysfonctionnement, le bas niveau devrait, entre guillemets, prendre la main et arrêter le véhicule. Voilà. Pour l'instant, on ne parle pas de certifier finalement ces logiciels de très haut niveau. On sera peut-être obligé d'y arriver, mais bon. Et je pense qu'on va tendre petit à petit à appliquer les mêmes règles que dans l'aéronautique sur ce type de véhicule. Mais c'est tout à construire. Pardon. Je vous remercie pour l'exposé qui est très intéressant. Je vais poser une question pas technique du tout. Pendant un moment, ça me faisait rêver les véhicules autonomes en me disant effectivement on va pouvoir se libérer d'un véhicule par personne et puis aller vers des véhicules partagés, avoir moins d'emprise au sol parce que parfois on va diminuer, etc. Et puis j'ai vu les vidéos de promotion du concept T-Palette de Toyota et là j'ai commencé à prendre peur parce qu'il s'agit de véhicules pour à peu près cette tête-là et qui veulent mettre à toutes les sauces, c'est-à-dire que ça peut être un magasin de chaussures qui se promène un peu partout, un bureau, on fera son bureau dans la voiture qui roule dans tous les sens. Et je me dis finalement, si on a des véhicules autonomes, ça veut dire qu'on peut avoir non pas moins de véhicules que de pilotes, mais peut-être plus de véhicules que de pilotes. Plus de véhicules que plus de personnes. Et donc, voilà, est-ce que, à votre avis, il faut espérer que l'autonomie va permettre de réduire le parc ou au contraire, la souris d'aller vers l'inverse? Vaste question. Je pense que tout, détourné, et est-ce que les gens auront la sagesse de l'utiliser à bon escient? Effectivement, on peut imaginer que le véhicule autonome soit des véhicules partagés, et on peut imaginer qu'effectivement, dans les villes, on ait vraiment une réduction importante de véhicules. Soit on reste effectivement dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un peu la notion de véhicule statutaire, mais en plus autonome. Là, il n'y a aucune raison que la flotte diminue. Et après, vous avez tout à fait raison, c'est que ces véhicules autonomes peuvent ouvrir la voie à des mobilités qui n'existaient pas. Et si c'est le cas, on va rajouter des véhicules. Voilà. Alors, ça peut être à très bon escient, parce que ça peut permettre, alors par exemple, des idées qu'on a pu évoquer et qui, à mon avis, ont tout à fait un sens, mais qui augmenteraient le nombre de véhicules potentiellement, mais qui donnent des degrés de liberté. Un véhicule comme ça, bon, ça pèse à peu près 2,5 tonnes. En France, il y a énormément de voies ferroviaires qui sont laissées à l'abandon. Il y a des emprises au sol. Des véhicules de ce type, dans petite quantité, qui fassent de la mobilité et qui permettent de ramener des gens qui sont dans un village à 25 km d'un centre-ville. Ça va rajouter effectivement des véhicules, mais ça va vraiment apporter et solutionner des choses. Donc, mais après, utiliser ces véhicules pour s'en servir, pour faire de la vente dans les villes ou des choses comme ça, on peut imaginer ça. Hein. Après, il y a d'autres... je dirais que les chercheurs inventent des choses tous les jours, mais par exemple, on a monté un projet au laboratoire où on voulait, entre autres, l'idée, c'est d'utiliser les voies du tram la nuit pour faire rentrer des marchandises au centre-ville. L'emprise au sol, il y a toute l'infrastructure qui va bien. On peut imaginer donc des centres de livraison hors ville, et la nuit, on rentre les marchandises au centre-ville. Bon, et on pourrait mettre des véhicules autonomes pour faire ça. Et donc là, globalement, c'est plutôt quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais votre question, elle est trop large, parce que je ne sais pas effectivement comment les gens vont appréhender ce genre d'innovation, quoi. Mais ce sujet est très intéressant. Alors on prend une dernière question.
Quand vous aurez eu la réponse à la question, ne vous précipitez pas, parce qu'il y aura 3 annonces avant que vous devez entendre avant de parler. François, j'aimerais avoir votre avis sur les notions d'acceptabilité sociétale et le problème de responsabilité. On voit bien que plus le niveau monte, moins le conducteur finalement peut avoir la main. Donc en cas d'accident, il y a certainement plein de problèmes de responsabilité. Quel est votre feeling par rapport à tous ces aspects-là? Alors, feeling, c'est aussi une très bonne question. Vous mettez le doigt sur un point sensible. La responsabilité, pour l'instant, on ne sait pas qui va la prendre. Alors, c'est pour ça que le niveau 4, entre guillemets, j'y crois. Pourquoi? Parce que dans le niveau 4, il est dit qu'il y a des conducteurs et que c'est eux qui enclenchent le mode autonome. Et à partir du moment où on enclenche le mode autonome, on prend la responsabilité du mode autonome. À partir du moment où après, on bascule au niveau 5. Là, je monte dans ma voiture, elle est vendue comme un véhicule autonome. La responsabilité, c'est plus le propriétaire du véhicule, c'est les gens qui ont construit le véhicule. Enfin, donc. Et là, ça devient très compliqué. Pourquoi ça devient très compliqué? Il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que ça sera le constructeur? Est-ce que ça sera l'équipementier? Est-ce que ça sera, on pourrait aller jusque-là, est-ce que ça sera l'opérateur de téléphonie? Parce qu'un véhicule autonome, il sera communicant. Et entre guillemets, là où on peut effectivement imaginer qu'un véhicule autonome fasse disparaître les images d'embouteillage que je vous ai montré tout à l'heure, c'est parce qu'on aura une communication partout et qu'on pourra éviter ces concentrations. Mais ça veut dire que ça va dialoguer en permanence. Et ce dialogue en permanence, imaginez que la connexion se coupe au moment stratégique où on envoie un ordre à la voiture. Voilà, donc cette responsabilité, elle est complètement diffuse et tout de suite on ne sait pas où elle est. Et ce que j'aurais envie de dire en plus de ça, même à côté de la responsabilité, il y a des notions d'éthique. Et les notions d'éthique, on est loin de les avoir levées aussi. Alors je vais essayer de préciser les choses. On sait tous en France qu'il y a 1000 morts par an, il y en a trop, on veut les... Bon. Mais on accepte, entre guillemets, qu'un conducteur, malheureusement, tue un autre conducteur. La société s'est habituée à ça. Si on regarde le dernier incident de la voiture aux États-Unis, là on voit qu'un robot qui tue une personne, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, je comprends entre guillemets. Est-ce qu'on a envie d'acheter un véhicule et puis lui donner le droit de tuer quelqu'un? Je n'y crois pas. Donc là, la société sera beaucoup moins indulgente par rapport à un robot qu'elle n'est par rapport à un de ses membres. Et puis deuxièmement, il y a un autre problème qui reboucle plus, je dirais, vers les chercheurs ou les ingénieurs, c'est qu'entre guillemets, on peut imaginer des contextes d'utilisation du véhicule autonome où je roule en ville par exemple, j'ai un ballon qui traverse la route, et puis derrière le ballon, il y a un enfant qui court, l'image classique. Donc le véhicule autonome va détecter cet enfant. Puis on imagine que finalement, on est dans une situation d'urgence. Il y a deux alternatives. Soit je donne un coup de volant, je monte sur le trottoir et je percute un arbre, soit je ne donne pas de coup de volant et je percute l'enfant. Quand je dis ça, il faut se rendre compte que le véhicule autonome va prendre une décision. Et cette décision, ça veut dire que quelque part, elle est rentrée dans un logiciel. Donc il y aura quelqu'un qui aura dit, à un moment donné, dans une situation comme ça, il faut prendre telle décision. Je ne voudrais pas écrire, tout à l'heure le collègue disait, si je suis fabricant de batterie ou constructeur automobile et je dors mal, je dormirai mal aussi quand il y aura besoin de prendre des décisions comme ça. Parce que, en gros, la société n'accepte pas qu'on tue un enfant, et c'est tout à fait légitime. Par contre, accepter que je donne un coup de volant au détriment peut-être des occupants de la voiture, qui sont les propriétaires de la voiture. Donc là, est-ce qu'on va accepter que le véhicule se retourne contre nous pour éviter? Je pense que là, on est vraiment, il y a des dilemmes comme ça, et c'est pas encore tranché, quoi. Voilà. Donc, question ouverte. Désolé de ne pas pouvoir y répondre de manière plus tranchée.
Il nous reste à vous remercier pour cette passionnante conférence.